Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lanterne Sur, une émission hebdomadaire qui traite sur tout ce qui est lié à l'actualité. Aujourd'hui, nous allons recevoir le directeur exécutif de l'UNACOIS ESSAL, M. Aladjian, qui n'est plus à présenter. Bonjour M. Dian. Bonjour la présentatrice, bonjour les internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers habitués de l'ERAL, aujourd'hui nous allons parler du commerce, un instrument très important qui permet de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté. Touché de plein fouet comme tous les autres secteurs, nous examinerons les problèmes avec M. Dian ici présent qui va tenter d'apporter des solutions en ce sens. M. Dian, Oui. pouvez-vous nous dire quel est le rôle de l'UNACOIS? Alors, c'est le regroupement d'hommes d'affaires qui évolue dans ce milieu, qui se sont organisés en 1989 pour créer ce qu'on appelle l'UNACOIS, l'Union nationale des commerçants industriels du Sénégal. Mais comme toute autre organisation, il ne peut pas y avoir une organisation qui peut vivre pendant 30 ans sans avoir de problèmes. On a traversé beaucoup de problèmes. On a traversé 2 crises. Et au moment où je vous parle, il y a 2 entités. Il y a d'un côté l'UNACOIS Diapo, de l'autre l'UNACOIS ESSAL. Donc nous, c'est UNACOIS ESSAL. Et depuis cette naissance, il y a 2 ans et demi, on s'est attelé à non seulement tisser des cadres de partenariat au Sénégal avec beaucoup de structures, mais aussi des cadres de partenariat à l'international. Et nous subissons de plein fouet ce qui se passe dans le monde actuellement et j'attends d'autres questions. Voilà, c'est en cela que je voudrais vous interpeller, M. Dian. Oui. Comment vivez-vous cet impact-là, l'impact du Covid-19 dans le secteur du commerce? Comment vivez-vous la restriction des jours de vente dans les marchés? Mais avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup d'anxiété, mais avec beaucoup aussi de, d'introspective. C'est une pandémie. Au début, les gens pensaient que c'est juste une épidémie, mais maintenant c'est devenu une pandémie. Ce que nous vivons actuellement, c'est difficile même à expliquer. C'est-à-dire, les gens qui évoluent dans le milieu informel, les commerçants, les représentants, les distributeurs, les commerçants au niveau des marchés, au niveau des boutiques, au niveau des grandes surfaces, la situation est intenable. D'abord le couvre-feu, ensuite la dernière décision du gouverneur en disant qu'on va limiter le temps d'ouverture et de fermeture. Mais aussi l'autre qui est venu il y a 4 jours, et ça a été, c'est venu il y a une semaine, ça a été exécuté depuis lundi passé, ça a exacerbé nos membres, ça a exacerbé tout ce qui évolue dans l'informel, comme quoi il y aura des ouvertures alternatives. C'est ce qui vont ouvrir, c'est ce qui vendent les produits, les denrées alimentaires, secteur très névralgique avec le ramadan, qui vont ouvrir le lundi, le mercredi et le vendredi. Et c'est ce qui ne vendent pas ces produits qu'on appelle probablement produits non essentiels, par exemple les textiles, la friperie, les matériaux de construction, la quincaillerie, etc. Parce que si on fait une comparaison, ces produits, la vente de ces produits est différente de la vente des produits comme le poisson, la viande, le riz et tout ça. Voilà, les denrées de première nécessité. C'est différent à cause du ramadan. Et on peut se passer d'acheter des vêtements pendant 1 an, mais on ne peut pas se passer de manger. Il y a des gens modestes, il y a des gens riches, il faut le reconnaître, mais il y a des gens pauvres. Et si on considère par exemple les fonctionnaires, ça ne dépasse pas 120 000 fonctionnaires. Si on concerne les salariés dans les autres entreprises, ça ne fait pas 400 000. Cumulé, ça fait environ 600 000. Mais ce n'est rien par rapport aux 2 millions ou 2,5 millions des gens qui s'activent dans l'économie informelle. Et ces gens-là, d'abord, c'est une économie de survie. C'est des gens qui travaillent pour vivre d'abord, parce qu'on ne peut pas épargner en vivant le ventre creux. Avant de penser à l'épargne, il faut penser d'abord à la survie. Alors, c'est des gens qui travaillent pour vivre d'abord. Ensuite, quand ils épargnent pour les familles qui sont à l'intérieur du pays. Et je peux vous dire que, comme nous sommes présents dans les 45 départements du Sénégal, on a eu écho de ce qui s'est passé avec la fermeture de Louma. C'est très difficile. Et le Louma, c'est des centres de commerce par excellence hebdomadaires dans chaque village. Et les gens se retrouvent, tu amènes ton bœuf, tu le vends pour payer des dettes, mais surtout pour acheter de la nourriture pour retourner. Tu peux vendre 10 poulets, c'est pour payer des dettes ou bien pour régler des problèmes urgents à la maison, mais c'est surtout pour l'habillement des enfants ou bien la priorité c'est la nourriture.
Donc le Louma, c'était un centre, disons, par excellence pour les échanges. D'ailleurs, même si tu n'amènes pas de l'argent, si tu amènes même de la marchandise, ça peut même échanger avec les autres. C'est ce qu'on appelle le troc. Même si ce n'est pas si usité, ça existe. Alors, donc nous vivons difficilement cette pandémie avec ces restrictions, mais nous pensons que si tout le monde s'y met et qu'on respecte les mesures barrières, les signes barrières, les gestes barrières, qu'on porte le masque à l'intérieur quand il y a la population qui se regroupe, qu'on monte le masque, mais surtout qu'on respecte la distanciation normale et qu'on se lève chaque fois avec le gel, hein, avec les solutions hydroalcooliques, à la longue, la pandémie va disparaître. Alors, ça a été très difficile, ça a été accepté parce que moi-même j'ai participé à la réunion conduisant une délégation de l'INACOA-ESSAL, mais c'était dur à accepter et on a listé nos préoccupations à l'endroit, disons, de monsieur le préfet de Dakar. Et ça a été pris en compte parce que même la journée du samedi ne faisait pas partie, mais ils nous ont donné ça. Hier, ils nous ont envoyé un document comme quoi le samedi peut être un jour d'ouverture. Mais ce que nous sentons, c'est que c'est difficile à vivre, c'est intenable. Mais nous disons que la santé avant tout, parce que nous sommes des patriotes, nous sommes des citoyens sénégalais, nous devons être à côté de l'État dans des moments pareils, dans des moments difficiles. C'est pourquoi on ne met pas en exergue nos revenus quotidiens au-dessus de la santé des populations, au-dessus de notre santé. Parce que tu ouvres une boutique, d'abord à côté de toi, il y a des vendeurs comme toi qui sont en contact permanent avec toi, mais il y a les clients qui viennent. Mais chaque fois, on leur demande de rappeler les gestes barrières pour quand même faire tout pour que la pandémie puisse quitter le pays et qu'on retrouve la situation normale. D'accord, restons dans ce sillage, M. Dian. Beaucoup de commerçants s'indignent les ouvertures permanentes dans les hypermarchés Auchan. Donc, que prévoyez-vous en ce sens? D'abord, on l'a dénoncé. Parce que lors de la rencontre avec M. le préfet, c'est moi-même qui ai parlé en premier lieu pour demander, une fois de plus, qu'est-ce qu'il faut faire à la place de ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre solution à la place de fermer les boutiques? Et il m'a demandé ce que nous proposons. Je lui ai dit, monsieur le préfet, nous vous proposons que ceux qui vendent les produits alimentaires continuent à vendre à cause du Ramadan. Qu'il n'y ait pas de restrictions pour ce qui les concerne. Maintenant, pour les autres, même s'il y a des jours de fermeture, qu'on renforce davantage les mesures barrières, c'est-à-dire les forces de l'ordre, les agents municipaux, certains bénévoles peuvent venir au sein des commerçants, là où on vend les produits alimentaires, en leur demandant, en communiquant avec eux, en leur imposant d'abord le port du masque, mais surtout les autres mesures barrières, le lavage des mains, mais aussi la distanciation. Ça peut aider les gens à respecter et les portes ne seront pas fermées. Les gens vont travailler parce que les gens travaillent pour vivre d'abord avant de travailler pour gagner de l'argent et investir ailleurs. Ils vivent d'abord. Si tu fermes des boutiques 24 heures ou 48 heures d'affilée, mais c'est des manques à gagner extraordinaires et un boutiquier, c'est une longue famille. C'est souvent deux familles à Dakar, une famille au Kadior ou bien à Walo, ou bien une famille à Touba, une famille à Saint-Louis, etc. Alors, quand on a abordé le problème des grandes surfaces, monsieur le préfet a dit qu'on va les laisser travailler, mais on va leur imposer des ticketages. Et aussi qu'il y ait moins de personnes à l'intérieur. Moi, récemment, j'ai visité la grande surface qui se situe à la VDN, mais à l'intérieur des rayons, les gens se bousculent. Il n'y a pas de respect de distanciation. Donc, nous leur avons dit qu'il faut faire la même mesure pour les commerçants que pour les grandes surfaces. Ce que vous autorisez aux grandes surfaces, il faut les autoriser au niveau des marchés, qu'il y ait deux portes d'entrée ou trois portes d'entrée et trois portes de sortie, mais qu'à chaque porte, qu'on mette des bassines, qu'on mette de l'eau de javel, qu'on mette du savon, qu'on mette de l'eau, et obligatoirement les gens se lavent avant d'entrer. Quand ils sortent aussi, qu'ils fassent la même chose. Mais ils ont dit que les mesures prises par les grandes surfaces, nous ne pouvons pas les prendre au niveau des marchés, puisqu'il n'y a pas la même structure, il n'y a pas la même organisation. Certes, il y a une part de vérité, mais vu que ces grandes surfaces ont la capacité de vendre, ils ont une clientèle si bien ciblée, il n'est pas normal qu'on ferme les boutiques et qu'on ouvre les grandes surfaces. Et qu'il a tenu compte de ça pour leur obliger une fermeture le lundi pour nettoiement. C'est ça qui a été décidé la dernière semaine. Même pour ça, on sent de la frustration au sein des commerçants. Et ça, je peux parler en leur nom. Il y a de la frustration et ce n'est pas normal qu'on ferme alternativement des marchés et qu'on ouvre en permanence les grandes surfaces.
Oui, voilà. Monsieur, mais c'est le même problème qui se pose aussi dans les boutiques, car ils ont arrêté la vente des pains. Dans les boulangeries, les gens se bousculent et tout ça. Donc, ne croyez-vous pas que c'est mieux de laisser les boutiques vendre? C'est-à-dire les autorités n'ont pas réglé le problème, ils ont déplacé le problème. C'est ça. En déplaçant les clients des boutiques pour les faire de longues files au niveau des boulangeries, ce n'est pas la solution. Moi, j'ai participé à la première réunion convoquée par Madame le ministre du Commerce, où on a parlé des premières mesures à prendre pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Et là, il y avait la Fédération des boulangers, et Madame le ministre leur avait dit que on va mettre en application le décret, comme quoi il sera interdit de vendre du pain dans les boutiques. Alors, en disant ça, nous pouvons dire que ça pouvait être une bonne solution. Mais il devait y avoir des mesures d'accompagnement. Parce que même la plateforme Ndiaye Ma Mburu, ça, certes, c'est une partie de solution, mais ça devait être lancé bien avant le Ramadan. Et puis, la livraison aussi ne doit pas être payante, elle doit être gratuite. Et ça doit être prise en compte par l'ADER qui a financé l'opération. Ça, c'est un. Deuxièmement, en prenant cette décision, l'autorité pouvait, avant le Ramadan, mettre en place des kiosques partout à Dakar. Et que Dakar soit le premier département à expérimentation, mais que des kiosques soient installés partout et bien avant le Ramadan. Il paraît que c'est à partir du premier jour de Ramadan que l'idée est venue et qu'il commence à faire, mais avant que ça soit exécuté, on sera au mi-Ramadan, comme nous le sommes aujourd'hui, nous sommes au 14e jour. Et alors qu'il y avait même une autre solution, c'est-à-dire demander aux boutiques qui ont de l'espace de régler, de mettre l'espace dédié au pain, c'est-à-dire des vitrines. Et que celui qui vend le pain doit porter des gants, ça pouvait se faire. Il pouvait y avoir aussi une autre solution dont on a parlé, c'est que les boulangers commencent à livrer le pain dès midi. Dès midi, pour qu'il n'y ait pas de file, de longues files devant les boulangers à partir de 19h. À partir de 17h déjà, le pain chaud, et tout le monde le veut, mais est-ce que ça vaut la peine de se regrouper là où on porte les masques, peut-être les distances ne sont pas respectées. Souvent, il y a des attroupements. Chacun veut rentrer très tôt avant la coupure du jeûne. Et souvent, ça crée des bousculades. La bousculade, c'est ce qui devait être évité parce que c'est une... J'en ai parlé dans un autre médium. Ça, c'est une poudrière. C'est une bombe à retardement. Mais monsieur Dian, la qualité arrive à grands pas. Donc, comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas de pénurie de denrées alimentaires? D'abord même les importations difficiles, parce que les pays où on prenait souvent de la marchandise, il y en a qui ont déjà, disons, pris des décisions comme quoi leur production est destinée d'abord à la population avant d'exporter. Donc, mais je peux vous assurer que le Sénégal, le marché sénégalais est très bien approvisionné pour toutes les spéculations. Je l'avais dit dès le début du Ramadan, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas une indication ou bien quelque chose qui peut me pousser à dire qu'il y aura de la manque. Le marché est bien approvisionné pour toutes les spéculations, qu'il s'agisse du riz, de l'huile, du sucre, de la farine pour le pain, même de la tomate et aussi du savon et autres. D'abord, il y a la production locale, parce que même s'il s'agit du riz, on importe beaucoup, bien sûr, parce que la production locale ne peut pas satisfaire la demande locale, mais la production locale est là. Malheureusement, c'est difficile de les regrouper puisque chacun cultive et récolte et amène ça au niveau des lieux de transformation. C'est un peu éparse, hein, c'est dans différents endroits, mais il y a la production locale. Mais je peux vous dire, au nom de l'UNACOISL, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de pénurie jusqu'après le Ramadan. Maintenant, après le Ramadan, vers la Tabaski, il se peut qu'il y ait des produits qui manquent souvent, mais ça peut être comblé rapidement à cause des importations. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui ont commandé, même si c'est réduit drastiquement, parce qu'il y a des pays qui ne veulent plus exporter à cause de la pandémie. Ils ont été affectés par la pandémie d'une autre manière que la manière avec laquelle elle nous a affectés. Mais tous les pays du monde, quand même, ont eu de part dans ce mauvais virus qui nous est venu de la Chine et que tout le monde prie pour que ça parte à jamais. D'accord. La partie quiz, c'est tout de suite. Allez-y. Vous allez devoir répondre à 3 petites questions liées à l'islam. Lesquelles? La première est le Coran. Combien de sourates compte le Coran? Il y a 114 sourates. D'accord. La deuxième, qui a écrit Nourul Bachar? Nourul Bachar, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. C'est Cheikh al-Islam. Ah d'accord, ok. Un grand érudit. Ouais.
Oui, du Sénégal, de Kaolack. Ah, allez-y. Et c'est qui a écrit Djalibatul Maraïb? Marahib, ça c'est Cheikh Ahmed Bamba. C'est un bon ouvrage que je connais bien, que j'ai l'habitude de lire. C'est la fin de la rubrique cuivre qui laisse place à la rubrique avant, pendant et après le Ramadan. Oui. Monsieur Dian, que faisiez-vous avant le coronavirus qui vous plaisait bien et que vous ne faites plus? Qui m'a empêché de le faire, quoi. Bon, je ne sais pas, parce que moi j'avais l'habitude d'être toujours chez moi la prière de Timis, donc toujours 20 h je suis déjà à la maison. Moi j'ai pas de grande place. Mon bureau, les lieux de réunion souvent avec les autorités ou bien chez moi. Bon, j'ai deux épouses, hein, soit je suis ici ou bien avec l'autre épouse aux HLM ou bien à la SICAP, mais ça ne m'a pas gêné. Vraiment, je n'ai pas remarqué quelque chose qui m'a été empêché par la pandémie. Je n'ai pas remarqué ça. Et qu'est-ce que vous faites actuellement que vous ne faisiez pas? Bon, probablement, je sors peu. Et ça me permet d'être en contact avec ma famille, surtout ma fille là, qui dès que j'arrive arrache mon portable, joue avec, et que s'il y a quelqu'un qui appelle, elle m'apporte ça. Peut-être j'ai plus d'intimité avec elle, avec mes épouses, plus qu'avant, parce que souvent la pandémie quand même, tout n'est pas négatif, il y a un aspect positif parce que, je le dis souvent, ça va nous permettre de nous regarder en tout cas dans le miroir et aussi et ça, je peux le dire même à l'endroit de nos autorités, on doit repenser notre modèle économique, on doit revoir notre système et que dorénavant, qu'on ne mette pas une corde autour de notre cou et la remettre, disons, à l'accrocher à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on dépend trop de l'extérieur. Nous devons faire tout pour avoir un développement endogène. D'accord. Et que voudriez-vous faire en premier lieu dès la fin de cette pandémie? Bon, c'est reprendre mes contacts parce que j'avais des partenaires extérieurs. Je n'ai plus leur contact, ou bien il y a les arrêts des procédures qu'on avait enclenchées dans le cadre d'un partenariat pour que je sois non seulement le représentant au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, mais qui travaillent avec moi directement. C'est des partenaires, mais d'ailleurs c'est eux-mêmes qui ont relancé avant-hier et je continue. Et que c'est la pandémie qui avait un peu atténué les relations et je pense que... Et aussi des projets personnels dans ce pays que j'avais démarré et que j'avais arrêté à cause de la pandémie. Mais je pense que si on souhaite que la pandémie quitte définitivement demain, après demain, je vais tout reprendre. D'accord. Et quel est votre dernier mot? Bon, le mot de la fin, c'est souhaiter le Ramadan à tous les internautes, à tous les membres de l'UNACOIS et celles qui me regardent, mais surtout tous les commerçants, tous les opérateurs économiques de ce pays et de l'extérieur, pour leur dire que l'économie est affectée, mais croisons les doigts, continuons à prier et que tôt ou tard, cette pandémie nous tournera le dos. Nous allons lui tourner le dos et que l'activité économique va reprendre de plus belle. Et ce sera pour le développement de nos économies, mais pour le développement de nos pays respectifs, notamment le Sénégal, qui était bien parti avec M. Macky Sall, avec son PSE. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, vous aussi. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs de l'Herald TV. Pour ce deuxième numéro, Lanterne Sûre a reçu le directeur exécutif de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, M. Aladjan. Nous avons eu à échanger sur les points saillants du commerce et l'impact du coronavirus sur le commerce. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro.